Qui êtes-vous? Bonjour Madame Didon, bonjour à toute la Guadeloupe. Donc je suis Monsieur Bourret Gérald. Moi, je suis originaire de Petit Canal. J'ai fait toutes mes études primaires, une partie de mes études primaires à Petit Canal, une autre partie en France hexagonale et le reste pratiquement globalement en France hexagonale. Ensuite je suis revenu après la mort de notre mère ici en Guadeloupe où j'ai passé le concours d'entrée à l'école normale de Guadeloupe. J'ai fait tout mon cursus secondaire à l'école normale, avec notamment un de mes copains de promotion qui s'appelle M. Victor Jean-Noël, sur lequel d'ailleurs on travaille sur un projet de grande envergure sur le Grande Terre. Et ensuite, après mon service militaire, que j'ai dû faire en France hexagonale, comme tout jeune, très jeune, je cherchais donc du travail. Je n'ai pas voulu retourner à l'école normale, parce que je voulais absolument voir autre chose. Et après mon service militaire, je trouve que les grandes sociétés multinationales, comme France Télécom, cherchaient à l'époque des personnes qui avaient un certain niveau intellectuel, leur faisaient passer des tests psychotechniques, voire plus, et les orientaient dans certains secteurs. Et à l'époque, le secteur de l'informatique était à peine émergent. Mais ils m'ont fait passer des tests, et de ces tests, ils ont découvert que j'allais être très doué pour le métier d'ingénieur système, d'une part, et d'autre part, que je pourrais maîtriser un langage machine très proche du binaire qu'on appelle le GEMA, Général Électrique Macro Assembleur Programme. Et tout de suite, ils m'ont fait faire une formation en 4e vitesse et m'ont envoyé aux États-Unis au Dartmouth College, où je suis resté pratiquement 1 an, parce qu'à l'époque, le Minitel était en train d'apparaître par la biais de France Télécom, et ils voulaient absolument trouver quelqu'un qui soit capable de modifier un operating system qu'ils avaient acheté par moi, un ordinateur justement central, ça dit CSS Exec, pour la confrérie de New Hampshire. Et donc j'étais là-bas et j'ai intégré donc, le cahier des charges qu'il fallait pour pouvoir réaliser le soft en langage machine pour cette dimension Minitel. En fait, ce qu'ils voulaient surtout, c'était arriver à faire en sorte que les modifications que j'allais pouvoir mettre en place allaient pouvoir leur permettre d'accueillir sur un même ordinateur central un maximum de Minitel connectés simultanément, ce qu'on appelait à l'époque du temps partagé. Et j'ai fait, je me rappelle encore, le code que j'ai implanté, c'est du code X29M, chez les puristes doivent connaître, chez Transpac, pour les 25, et ainsi de suite. Ça s'est très très bien passé aux États-Unis. J'ai rencontré des gens extrêmement intéressants, dont parmi eux les professeurs Kimeni et Kurtz, qui étaient des anciens élèves ou amis d'Einstein, et ils avaient la particularité d'avoir inventé l'un des premiers langages évolués au monde de l'époque, qui s'appelait le BASIC. Les Américains m'ont même proposé de rester, ce que évidemment je ne pouvais pas faire parce que mon épouse de l'époque ne voulait pas. Et je suis rentré en France hexagonale, notamment pour faire en sorte que les modifications que j'avais faites puissent être utilisées dans le cadre d'un sommet, le sommet de Versailles, où le président Mitterrand et le président Carter devaient se rencontrer, et France Télécom avait installé un maximum de Minitel dans la salle en question, et logiquement, ça allait leur permettre de promouvoir le déploiement du Minitel un maximum. L'État français à l'époque m'avait réquisitionné pendant les 2-3 jours, un ou 2 jours avant et 2 jours après, pour la manifestation, pour que s'il y avait eu un problème particulier, je puisse être disponible et opérationnel sur place et avancer. Tout de suite après ça, j'ai été nommé directeur de centre informatique de France Télécom. J'avais même pas 30 ans, j'avais 26 ans, je crois. Il y avait une centaine de personnes, parce que France Télécom à l'époque était organisé en grand centre informatique un peu partout en France. Et j'étais patron d'un de ces centres informatiques. Et ça s'est très bien passé. Une bonne carrière qui se présentait à moi jusqu'au jour où j'ai été, repéré par les gens du CEA, l'informatique du CEA, du commissariat à l'énergie atomique, qui sont venus donc me voir pour me demander est-ce que je pouvais les aider à monter une société d'informatique de très très haut niveau, où des prestations de services, systèmes et réseaux, exploitation, des grands systèmes IBM, Bull, Digital Equipment Corporation, DEC et autres, et ainsi de suite. J'ai accepté. J'étais président directeur général de cette filiale du CEA, du commissariat à l'énergie atomique par ailleurs. Et sauf que au premier conseil d'administration, je leur avais dit qu'au bout de 3-4 ans, j'allais repartir en Guadeloupe,
après avoir fait le travail qu'il fallait dans cette société, de manière à ce que je puisse voir dans quelle mesure mes connaissances informatiques de très haut niveau de l'époque pouvaient être utilisées dans d'autres domaines que l'informatique, mais en Guadeloupe et dans les Caraïbes en règle générale. Et juste avant la guerre du Golfe, j'ai revendu mes actions. Comme ça avait très bien marché, j'ai gagné pas mal d'argent, ce qui me permettait de financer ma démarche méthodologique de l'époque, qui était de voir dans quelle mesure je pouvais réaliser ce qu'on appelle la recherche-développement en haute technologie, appliquée au secteur essentiel pour une île qui veut se développer ou une île qui veut aller vers l'autonomie et l'indépendance, de l'énergie et de l'eau. Les circonstances et les événements ont fait que je travaillais pour l'eau avec une fille qui s'appelait Ketty Bastarou à l'époque. Je travaillais pour l'informatique aussi avec Daniel Célestine Merlin, une fille qui était au conseil départemental. Et pour le reste, pour tout ce qui concerne pour la partie eau encore avec Ketty Bastarou de Veolia, c'est son nom. Et surtout, pour le volet énergie, j'étais assisté d'EDF. J'ai vu la naissance d'EDF SEI ici, système énergétique insulaire. Et pour être dans l'opérationnel encore plus, je me suis rapproché d'EDF, j'ai présenté mon projet de recherche à EDF et à une autre société qui s'appelle Norelec Guadeloupe, qui est devenue ensuite Eiffage Antilles-Guyane. Et ce qui est intéressant, c'est que Norelec Guadeloupe était dirigé à l'époque par une pointueuse qui s'appelait M. Alain Domain, un ingénieur MSAM, et Norelec Guadeloupe avait la particularité d'avoir eu pendant quelques années par marché, la maintenance de géothermie bouillante. Donc ce qui allait préfigurer un certain nombre de choses à venir. Et donc voilà comment j'ai fait, voilà mon parcours, qui je suis, en tout cas par rapport à mon parcours professionnel, et l'arrivée, je dirais, au début des années 2000, avec ce travail, ces travaux de recherche et développement appliqués, à réaliser dans le secteur de l'énergie économique, que vous appelez aujourd'hui, et du développement durable. Là, on va parler de votre programme d'action de développement socio-politico-économique. Donc, en quoi consiste ce programme d'action? Et je suppose que c'est pour la Guadeloupe. Ah oui. Donc, en quoi consiste votre programme d'action de développement socio-politico-économique? Mais écoutez, avant de pouvoir répondre à cette question, il faut pouvoir parler de ce qui va permettre de faire en sorte que ce plan puisse avoir un maximum de chances de réussir. Puisque beaucoup de gens parlent de plan X, plan Y, plan Z, et ils oublient tous que le nerf de la guerre, c'est l'argent, et vous pouvez avoir les meilleurs plans du monde calculés, pensés et autres. Si vous devez attendre après les subventions et autres pour le mettre en place, vous allez risquer d'avoir quelques soucis. Ou alors, certains proposent même, pour mettre en place leur plan, 6 plans de développement il y aurait, d'augmenter les impôts des Guadeloupéens. Ce qui, à mon avis, dans une île où il y a déjà près de 50% de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, tel que l'INSEE le dit, je ne vois pas comment on pourrait donc faire avancer les choses correctement et positivement. Donc, par rapport à ce plan, il a été conçu au fil de l'eau pendant des années où j'ai fait des allers-retours entre la France, la Guadeloupe et l'Europe, parce que j'étais aussi en Europe à plusieurs reprises, notamment une fois à Bruxelles pour tenter de racheter géothermie bouillante à l'époque. Et en fait, tout ça est basé sur est réalisé à l'aune, je dirais, de cette recherche-développement dont je vous ai parlé tout à l'heure, en technologie durable, appliquée au secteur de l'énergie économique. Donc j'ai approfondi ça avec les partenaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec Eiffage, avec EDF, SEI et autres. Et je me suis fait accompagner de chercheurs de l'UAG à l'époque, Jean-François Dorville, qui est docteur en mécanique des fluides. Je suis passé en comité scientifique de l'UAG avec, dans le cadre de ce qu'ils ont, lorsqu'ils veulent instruire des projets. Et j'ai même eu, par rapport à ce projet-là et par rapport à ces travaux-là, une lettre de recommandation du président de l'époque, qui s'appelle M. Pascal Safas, qui était toujours en archive. Et donc, ce travail-là a demandé beaucoup de temps et m'a permis en fait de découvrir, d'analyser, d'approfondir ce que c'était que les énergies renouvelables, que c'était le solaire photovoltaïque, l'éolien, la biomasse, etc. Et surtout de savoir quels étaient les problèmes que causaient notamment le solaire photovoltaïque et l'éolien, qui sont des énergies renouvelables dites intermittentes,
et sans entrer dans les détails techniques, qui cause beaucoup de problèmes, même en mettant du stockage et en utilisant les smart grids, les réseaux électriques intelligents, qui cause beaucoup de problèmes en termes de fonctionnement pour le réseau. Et donc il y a cette catégorie-là, et il y a une autre catégorie comme la géothermie, ou l'hydraulique et d'autres, qui elles ne souffrent pas de cette problématique d'intermittence. Et EDF m'a toujours fait comprendre que si un jour il fallait choisir, il irait plus naturellement vers les systèmes non intermittents, comme la géothermie, l'hydraulique et autres, plutôt que les énergies renouvelables, tu sais, sur la photovoltaïque éolien, qui cause, même en y mettant du stockage, quelques soucis, des problèmes majeurs à intégrer, notamment du stockage, pour faire en sorte que... Mais bon, voilà. Et donc, ayant lu ça, il était tout à fait normal que je focus sur ceux qui allaient être le plus intéressants pour EDF, etc. Et c'est là que le volet dans cette recherche de pointe, qui est géothermie, comment dirais-je, a été ciblé. D'autant que à cette époque-là, l'unité industrielle de Bouillon avait des gros soucis de fonctionnement, parce que la petite équipe qui la faisait fonctionner, qui l'a fait fonctionner de 1996 à 2002, avec des personnes qui sont devenues des experts par rapport à un domaine, battait de l'aile. Et tant et si bien qu'on s'est rapproché de la ville de Bouillante, avec les experts en question, avec le maire notamment, M. Malo, on a fait un certain nombre de propositions en conseil municipal de la ville de Bouillante. Tout ce que je vous dis là est enregistré, égalé, est archivé, il y a des comptes rendus qui vont bien, pour leur faire comprendre que c'était une ressource extrêmement importante pour la suite des événements en termes de développement des énergies renouvelables d'une part, la production d'électricité verte d'autre part, en Guadeloupe. Et ça a été jusqu'à ce qu'un jour on rencontre le président des RUP, des régions ultrapériphériques de Bruxelles, à l'époque s'appelait M. Johannes Hahn, qui était venu parce que comme ils avaient financé les phases préliminaires à l'industrialisation du site, parce que les premiers forages d'exploration avaient lieu en 1962, ensuite il y a une phase de pré-industrialisation et d'industrialisation, et l'Europe avait financé pas mal de ces opérations-là. Et ils voulaient savoir pourquoi ça ne fonctionnait plus, qu'est-ce qu'il y avait comme problème, donc c'était déplacé. Et à cette occasion, la ville de Bouillante nous a fait rencontrer, et il a senti que dans ce qu'on avait, de ce dont on discutait, la manière qu'on discutait et qu'on échangeait, on avait donc des capacités de faire des choses. Et nous avait demandé à l'époque, est-ce que nous aurions, donc la petite équipe des possibilités de présenter un projet de rachat de ces géothermiques blancs, puisqu'on avait les compétences, vu qu'on avait fait fonctionner en tout cas les experts en question, de 1996 à 2002, avec 98% de disponibilité. Toutes les archives sont là, les chiffres sont là, les tableaux Excel sont là, on peut présenter à qui voudrait avoir. Et on a donc financé ce projet, et Johannes Hahn ensuite nous a demandé de venir à Bruxelles. Et on a été donc le 15 février 2012 à 16h à la communauté européenne, à la Commission européenne, pour présenter le projet en question à M. Johannes Hahn, qui était accompagné de Patrice Bayeux, son directeur de cabinet, et puis d'un ingénieur de recherche de la Commission européenne, c'est Olivier Moinet. Au préalable, on leur avait envoyé quelques informations aussi, ce qui fait que la réunion n'a pas duré très longtemps. C'était juste des questions annexes auxquelles il fallait répondre. Et au bout, en tout cas, de cette réunion, le 15 février 2012 à 16h à Bruxelles, Johannes Hahn nous a dit qu'on était, pour eux, aptes à reprendre géothermie bouillante, surtout qu'on avait prévu de le faire à la coopérative. Et ils ont envoyé tout de suite un mail à la région Guadeloupe, qui est l'organisme instructeur des fonds FEDER, etc., qui avait aussi financé pas mal la centrale, et ainsi de suite. Sauf qu'à deux personnes, M. André Bon, je prends mes responsabilités en disant ça, s'il n'est pas content aussi, il peut comprendre, il peut m'appeler, il peut venir me voir, je lui expliquerai, parce que je dis c'est la vérité. Et André Bon et une certaine Vanessa Reg. Je n'ai jamais eu de nouvelles de ces personnes depuis les années 2012, au moment où l'Union européenne leur a envoyé ce genre de documents. Qu'à cela ne tienne, lorsqu'on est sorti de cette réunion, j'ai aussi emmené le maire, parce que j'étais à cette réunion avec le maire, M. Malo, un de mes associés, M. Régis Pradel, d'Aquafer Royal, un de nos experts, lui, Marie Rochat, la géothermie par cœur, et voilà. Et puis les deux personnes qui ont parlé, Patrice Bayeux et Olivier Moinet. On a fait ça, on a présenté ça, et ensuite j'ai emmené Malo
la Fédération des EPL de France, qui est une structure qui permettait, parce que le marché de l'électricité ayant été ouvert en 2007, la plupart des collectivités de France étaient en porte-à-faux parce que l'EDF était majoritairement présent dans le fonctionnement, alors que le marché de l'électricité venait s'ouvrir, donc ils devaient s'adapter au contexte. Ils ont donc mis en place un certain nombre de choses, notamment la création de sociétés d'économie mixte d'électricité. Donc il n'y a pas la présence unique d'EDF dans le dispositif. C'est très bien passé et au retour, il était prévu que c'est dans le conseil municipal de Bouillante du 2 juillet 2012, c'est au cul de France entier, était prévu pour créer avec une société d'économie mixte d'énergie basée sur la géothermie essentiellement à Bouillante ou en Guadeloupe. Mais lorsqu'on est revenu, ce cher Malo n'a cessé de me dire, il faut qu'on voit Lurel, il faut qu'on voit Lurel. Je dis Jean-Claude, si nous avec Lurel qui a nommé ministre, donc ça va prendre du temps et l'État français, pour eux c'est urgent de savoir ce qu'ils vont faire de la géothermie Bouillante parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la géothermie quand elle vit et en plus ils perdent de l'argent. Donc il m'a dit ouais, Gérard, mais faut un petit Jean-Claude, pas oublier, son Dieu. Alors il est parti faire ses trucs, nous on a continué de notre côté et pendant les semaines qui venaient, on a continué d'entendre le gouvernement français qui disait ouais, bon, on est en train de faire de l'argent, on va faire géothermie Bouillante, etc., etc. On cherche une société pour. Donc du coup, j'ai appelé Mme Boulanger qui était ministre à l'époque, de l'Outre-mer. Je lui ai dit oui, M. Bouvray, j'ai entendu parler de vous, venez me voir avec une de mes conseillères, Mme Amélie Renaud, on va voir ce qu'on peut faire. J'étais voir Amélie Renaud, bien évidemment, on lui a fait la même présentation qu'on avait faite à Bruxelles. Elle nous a dit nickel, il n'y a pas de problème, vous êtes des experts, vous connaissez votre truc, etc. On serait prêt à faire des choses avec vous. Mais, M. Bouvray, mais, vous connaissez vos élus, la représentation locale politique. Si on fait des choses avec vous sans eux, ils vont monter au canot pour dire qu'on a pris leur place, qu'on a essayé de leur faire X, Y, qu'on les a esclavagisés, qu'on a récupéré, etc. Donc il faut que la représentation locale puisse nous dire qu'elle est bien présente dans le dispositif, qu'on ne leur donne pas d'argent à notre conseil, et ainsi de suite. Et donc, en sortie de cette réunion, où Francis Gibrien de RFO était présent, on nous a interviewé, j'ai la vidéo, et on a bien dit, bien répété, parce que je n'arrivais pas à joindre Lurel, je n'arrivais pas à joindre Malo, que le gouvernement, il attendait juste qu'il se manifeste, oui, on connaît, on est dans la dynamique, etc. Le temps est passé, 2 mois en l'occurrence, 1 mois et demi, 2 mois. Mme Amélie Renaud m'a rappelé, et elle m'a dit, M. Bouvray, vous voyez bien, avec un petit sourire en coin, j'aime bien dire ça, certaines personnes me disent, c'est plus bien de dire ça. Elle dit, vous voyez bien vos élus, on ne les a pas vus. Pourtant, votre projet il est bon, il n'y a pas de souci, etc. Mais on ne les a pas vus. Donc, comme on ne les a pas vus, on ne peut pas prendre le risque politique avec vous, en faisant avec vous sans eux. Et si on ne fait rien, on va continuer de perdre de l'argent. Donc, on va prendre la technologie. Voilà comment la société géothermique Bouillante, et bien sûr je sais qu'il y avait des tractations de fonds avec les Israélo-Américains par ailleurs, mais bon, je pense que si on avait fait le travail qu'il fallait, comme il fallait, on aurait peut-être sans doute pu récupérer malgré tout, malgré les lobbies qui fonctionnaient derrière, la société géothermique Bouillante, prévue d'être de manière coopérative, participative et solidaire, de manière à pouvoir ensuite financer autre chose. Et aujourd'hui, pour l'info, il faut savoir que la société en question israélo-américaine réalise en moyenne 6,4 millions de bénéfices par an. 6,4 millions de bénéfices par an. Alors que la Guadeloupe a besoin, comme vous le savez, de tout un tas de trucs à droite et à gauche, en termes socio-économiques. Et donc, c'est ce travail-là qui a été valorisé de cette manière-là et que j'ai continué d'approfondir, notamment dans le domaine de la géothermie, voir jusqu'où on peut aller en termes de rentabilité, en termes de fonctionnement, en termes de trucs, et rentrer dans la dynamique de la géothermie 4e génération, qui peuvent peut-être extrêmement lucratives en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices, et surtout ne génèrent pas de dégâts environnementaux dans le sous-sol. Puisque c'est un système, bon, sans rentrer dans les détails techniques, qui fait que circuit primaire et secondaire, tout ça est en circuit fermé, fonctionne en circuit fermé, il n'y a pas d'injection d'eau, il n'y a pas de tourne de vapeur, etc., etc. Tout fonctionne en circuit fermé. Voilà. Et donc, on a fait ce travail, on a approfondi tout ça, et dans la perspective du développement qu'on voyait, donc il dit, le nerf de la guerre, c'est l'argent, on a demandé à EDF de nous donner leur point de vue sur la technologie. Parce qu'EDF
si vous voulez leur vendre de l'électricité et en tirer du chiffre d'affaires et du bénéfice, ben, il faut quand même qu'ils l'acceptent. Et pour qu'ils acceptent, il faut passer par toute une chaîne de personnes qui instruisent le dossier, notamment pour vérifier que vous répondiez bien à leur référentiel technique. Ce qu'on a fait avec un polytechnicien qui s'appelait Laurent Capelli. Elle a analysé tout ça, on a fait des réunions et des réunions avec lui. Et à la fin du fin, DF nous a même nous a rédigé une lettre de recommandation, une LOI, Letter of Interest. Et il nous a même préparé une forme de contrat qui nous a dit, bon ben voilà, on pourra travailler ça de manière plus approfondie dès lors que la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie de Guadeloupe, sera publiée et où les chiffres nécessaires par rapport notamment à la géothermie, la pollution géothermale qu'ils attendent, eh ben, on puisse les intégrer, au moins une partie d'entre elles, dans ce contrat et voir avec la commission de régulation de l'énergie, et ainsi de suite. Voilà où on en était. Et donc, dans ce cadre précis, on a fait cet approfondissement et on a pu donc élaborer les business plans, comment dirais-je, correspondant à l'exploitation de ces ressources géothermales en mode 4e génération. Et là, bien évidemment, comme je le dis, à titre d'exemple, une centrale de 100 MW pourrait rapporter 110 à 120 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et pourrait générer entre 90 et 100 millions d'euros de bénéfices par an. Sachant que les contrats d'EDF sont en général 15-20 ans. Vous imaginez ce que ça peut représenter. Et nous, derrière, à partir de là, en mode coopératif participatif solidaire, on pourrait très bien dire, voilà, on crée notre propre, sous la base de ces chiffres-là, on crée notre propre fonds d'investissement, nos fonds d'investissement, on crée nos propres fonds de solidarité avec notre propre argent, etc. Et ainsi de suite. Et donc, et c'est là qu'on a continué d'aller plus loin et voir qu'avec les énergies renouvelables, dont la géothermie, celle de 4e génération, on avait une assise financière qui pouvait permettre de financer un développement qui tient la route au niveau de la Guadeloupe. C'est comme cela que j'ai conçu une approche avec 5 pôles structurants de coopération économique, sociaux, solidaires, durables, à tendance zéro chômeur, dont les objets, je dirais, l'activité principale serait liée au marché de l'énergie et, comment dirais-je, au fait qu'on aurait à vendre à un client solvable l'électricité qui EDF. Parce que, bon, je me redis certainement par rapport à d'autres interviews que j'ai faites, les gens oublient que, parce qu'on dit souvent aux gens, monter des sociétés, monter des sociétés. On oublie qu'une société, ça doit correspondre à un besoin, une idée de matériel, d'équipement, de service, ou je ne sais trop, un besoin par rapport à un ou plusieurs marchés, et surtout vérifier, les études qui vont bien, que la population qui est censée, la personne qui est censée acheter ce bien, ce service, cette prestation, ce matériel, etc., elle soit bien solvable. Sinon, vous allez nulle part. L'une des caractéristiques ici, c'est, comme j'ai dit l'autre fois aussi, c'est que les gens, ils aiment bien faire des business plans et puis avoir des subventions d'exploitation. C'est-à-dire que votre budget n'est pas équilibré, vos recettes dépenses ne sont pas équilibrées, et si vous faites, vous demandez une subvention et comme ça, vous avez la sensation ou l'impression que votre business il tourne et tient la route, etc. Ce qui, évidemment, serait faux dans ce cas. Et du coup, on a réparti une production géothermale et ou de stations de transfert d'énergie par pompage dans le sud Basse-Terre. On a prévu donc activités toujours liées à l'énergie, toujours liées à la vente extérieure et dégager des retours sur investissement, une valorisation financière extrêmement intéressante. Et dans la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre, ce serait de l'agrivoltaïsme, une combinaison de l'agriculture et de cela photovoltaïque, en termes de production. Pour le Nord Grande-Terre, ce serait des STEP, des stations de transfert d'énergie par pompage, qui fonctionnent un peu de la même manière, non intermittente. On prend de l'eau avec une pompe, on met ça dans un bac de rétention, derrière le bac de rétention, il y a une turbine, et ça produit l'électricité. Enfin, voilà, pas d'intermittence, pas d'arrêt, pas de problème X, problème Y, problème Z, pareil. Et j'ai, sur la rivière du Levant, prévu de mettre en place ce que j'appelle, moi, l'hôtellerie-restauration du 21e siècle. Je travaille sur un projet, notamment par rapport à la maison créole, avec un certain monsieur Vion, pour cela, puisque la plupart des hôtels, à mon avis, elles mériteraient à pouvoir faire de l'autoconsommation collective, voir dans quelle mesure aussi on pourrait faire la pollution
pour cette autoconsommation, introduire la dimension solaire photovoltaïque avec de l'hydrogène ou du lithium-ion en termes de stockage. Et on serait les premiers sans doute à avoir des autonomie de restauration qui sera énergie positive. C'est-à-dire que l'hôtel tourne, mais n'a pas besoin de payer de l'électricité à EDF, puisqu'elle produirait elle-même son électricité. Et quitte à redimensionner ou surdimensionner la configuration, on pourrait aussi revendre le surplus à EDF, donc vous avez un gain financier particulier à terme. Et pour le Cap Excellence, ce que je voudrais, moi, c'est leur faire, genre, j'ai dit ça avec un des maires de la Honte, le maire de la Honte que j'ai vu dernièrement, faire de la, comment dirais-je, mettre en place ce qu'on appelle un de nos concepts produits, l'OCEN, boucle locale à énergie positive, que j'ai inventé avec EDF, EN, notamment Laurent Duchesne, et qui permet, à partir d'une mairie, des voitures d'une mairie et des bâtiments autour, de faire une espèce de quartier à énergie positive, avec une boucle locale à énergie positive, et ainsi de suite. Comme par exemple, là on est en train d'en parler, donc on voit ça avec Cap Excellence, la possibilité de faire d'ici un bâtiment à énergie positive, et voir aussi comment on pourrait surdimensionner la production pour faire en sorte que le soir, par exemple, le surplus, si ça ne fonctionne pas, on puisse l'envoyer vers l'éclairage public de la ville, avec l'autorisation d'EDF bien évidemment, et où on vendre cette électricité-là à EDF. Donc à chaque fois, vous avez pour chaque commune une base qui vous permet de produire et de vendre. On a nos compatriotes qui ont perdu cette notion qu'il faut pouvoir produire et vendre, pouvoir exporter. Et dans les plans qui sont précalés par rapport à l'utilisation et retour sur investissement de ces productions d'électricité, évidemment, la première chose qu'on essaie de traiter, ou en tout cas de financer, c'est la misère sociale, au travers de quelques actions clés, qui serait par exemple de mettre en place un logiciel, pour dire, M. Jean-François Dorville travaille là-dessus, qui permettrait de faire, comment dirais-je, de faire en sorte qu'une personne qui est en difficulté, elle puisse disposer d'une carte prépayée, qui pourrait donc être abondée par les fonds d'investissement, donc on va fonds de solidarité, de telle sorte qu'elle puisse la mettre au-dessus du pouvoir, au-dessus du seuil de pauvreté. Et ensuite, les cartes en question auraient la particularité de faire en sorte de... Je suis originaire de Petit Canal, là, je suis partie de cette catégorie-là. J'ai une carte, il y a ce surplus d'argent qui me permet de... Eh ben, j'ai besoin d'acheter 1 kilo de poisson, j'ai besoin d'acheter 1 kilo de poulet, j'ai besoin d'acheter des légumes. Eh ben, je vais voir mon groupement de poissons, de pêcheurs, mon groupement d'éleveurs, mon groupement comment ça s'appelle, pêcheurs, agriculteurs et éleveurs. Et puis, ils ont les machines qui vont bien, les terminaux qui vont bien pour pouvoir réceptionner votre carte, vos achats. Mais par contre, vous ne pouvez pas prendre cette carte pour aller, par exemple, à Basse-Terre faire la même chose. Vous pouvez le faire dans la commune et la commune limitrophe avec les groupements qui vont bien, et ainsi de suite. Et vous ne pouvez pas non plus aller dans les grandes surfaces pour acheter plein de produits. Ce qui permet, indirectement, d'une part, de sortir les personnes dans le dessous du seuil de pauvreté, parce que je vous l'ai dit, si vous avez plein de gens qui sont sous le seuil de pauvreté, vous pouvez aller pour un pays parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer. Ou alors ce sera des problèmes pas possibles. Et donc, moyennant un travail d'intérêt général, notamment dans les villages artisanaux qu'on va créer dans chaque commune de Guadeloupe, on va faire le tour de chaque commune de Guadeloupe. Après là, on va faire un petit canal, bientôt au Lamentin, bientôt au Moule, très probablement, si les instances, les gouvernances locales nous donnent l'autorisation finale pour informer la population de ces dispositifs, les mettre même en dynamique de fonctionnement, notamment par rapport aux personnes des CCAS avec ces cartes-là, pour les préparer à ce que la Guadeloupe va devenir, lorsqu'elle aura monté ses centrales électriques, des unités industrielles de production d'électricité, et bien évidemment avec l'électricité provenant de la géothermie, de l'hydrogène, et le retour sur investissement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les fonds d'investissement, les fonds de solidarité devraient permettre d'aider, là encore, moyennant un travail d'intérêt général ou de formation, aux personnes qui sont en difficulté, d'avoir d'autres perspectives, d'autres moyens d'avancer, de s'en sortir, plutôt que d'enchaîner des programmes d'insertion, derrière le programme d'insertion de CDD, un autre programme d'insertion encore CDD, etc. Or, un jeune ne peut pas, concevoir ou avoir une vie de famille en perspective avec des CDD en permanence
et ainsi de suite. Voilà comment ces actions pourraient aider. Ce plan de développement socio-politico-économique de la Guadeloupe est calé et prépositionné, n'a pas besoin de subventions de X ou de Y, n'a pas besoin qu'on change de statut, n'a pas besoin qu'on fasse assemblée unique, etc. Moi je dis que avant tout ça, ou simultanément à tout ça, il faut que le Guadeloupéen puisse vivre, manger, boire et avoir sa sensation de bien-être pour pouvoir comprendre le reste. Parce qu'aller dire aux gens, leur parler de statut à moins qu'une catégorie, pas une certaine catégorie de la population, que bon, c'est intéressant d'être pour telle raison, telle raison, qui a ci, qui a ça. Il va vous écouter comment dirais-je, par politesse. Mais dans l'absolu, le lendemain, son RSA est terminé, le 10 ou le 15 du mois, et tout le reste du mois, il fait comment pour lui? Il ne va pas venir vous voir, il ne va pas venir vous écouter la deuxième partie du mois, parce qu'il aura faim, il aura d'autres problèmes à gérer. Donc, alors que dans le cas contraire, il sera beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, beaucoup plus intéressant de leur parler de ce genre de choses, et qu'ils les comprennent, et surtout qu'ils puissent s'y impliquer. Parce que forcer les gens, payer les gens pour aller dans un sens de décision politique, pour moi, c'est une aberration, une hérésie. Voilà. D'accord, mais en fait, lorsque vous m'avez répondu, vous avez un peu répondu à la question ou l'affirmation sur la genèse du projet. Vous avez expliqué du début jusqu'à la fin. Mais là, j'aimerais comprendre concrètement tout ce que vous avez dit en 25 minutes à peu près. Là, concrètement, en 2022, à quelle étape vous êtes de votre programme d'action? D'accord. Là, actuellement. Alors, déjà, la centrale dont j'ai parlé tout à l'heure de 100 MW, comme vous le savez, chaque centrale, ça nécessite un projet. Le projet a été déposé le 31 mai dernier à la préfecture de Guadeloupe pour demander l'autorisation de forage. L'une des sociétés qui doit participer à l'exploitation de cette société, la société civile, représentée dans une SCIC, dans une société coopérative d'intérêt collectif d'utilité sociale et solidaire, s'appelle KNRS, est en train de se créer là, maintenant, et devrait pour moi, être déjà créée. Et elle intègre un maximum de Guadeloupéens, puisqu'on fait le travail d'information, pour qu'ils puissent avoir l'opportunité de rentrer dans cette société coopérative, moyennant à minima 1 euro. Si elle peut mettre 5, 10, 20, 30, 50 000, ça va tant mieux, ainsi de suite. Et cette société coopérative, par exemple, va travailler à ce que ici, comme j'ai dit tout à l'heure, concrètement, la semaine prochaine, je vais appeler à M. Terval, Franck, je crois, qui s'occupe de ce bâtiment, enfin qui est censé s'occuper de ce bâtiment à Cap-Excellence, pour lui dire, voilà, on a un projet de valorisation de l'énergie solaire avec stockage, pas d'hydrogène ou lithium-ion sur le centre des arts. Est-ce que ce projet peut s'inscrire dans ce que vous avez déjà prévu de faire en complément, ou comment ça peut se passer, comment on pourrait passer en partenariat, etc., etc. Avec comme ça, on peut démarrer comme ça. Le bâtiment peut gagner de l'argent déjà économisé parce qu'elle produit eux-mêmes ce qu'ils consomment, et d'autre part avoir la possibilité, en termes si on surdimensionne la configuration, de vendre l'électricité à EDF et en passant par l'éclairage public et des trucs comme ça. Et à terme, faire en sorte peut-être que tout Montenoy puisse devenir énergie positive. Et ça, c'est possible également aujourd'hui, ce qu'on appelle l'autoconsommation collective. On peut se mettre d'accord avec, il va falloir les propriétaires des bâtiments, etc., pour y mettre du solaire photovoltaïque et faire tout un ensemble avec ça qui fonctionne dans le cadre du concept LOCEN, local énergie positive. Voilà, on en est là exactement. On prévoit bien évidemment là-dessus d'être présent sur d'utiliser la Commission nationale de débat public, on leur avait déjà écrit, c'est une commission qui est chargée en France, une commission indépendante, qui est chargée sur les territoires, enfin sur chaque territoire, de sélectionner des personnes sur le territoire, mais d'origine diverses et variées, quelle que soit leur classe sociale, de les former à un enjeu de développement de l'activité économique sur leur territoire. Et ensuite, après cette formation, que les personnes soient capables de dire effectivement l'activité qui va être mise sur le territoire va être intéressante pour eux pour telle raison, mais non, elle ne va pas l'être. Donc, quel cas, les porteurs de projets seront obligés de trouver les formules pour faire en sorte que la population du territoire puisse participer peu ou prou à ce qui va se mettre en place en termes de développement de l'activité sur le territoire. Avec bien évidemment un point d'orgue pour nous, qui va être celui de participer au Salon des maires de la fin de l'année, pour présenter tout cela, notamment la capacité, ça c'est
complètement incroyable, du fait qu'on va produire donc de l'électricité à bas coût, dans des conditions extrêmement intéressantes d'un point de vue durabilité et autres, comme je vous l'ai dit. On va pouvoir produire de l'hydrogène à partir de ces ressources-là, un hydrogène qui sera dans les kilos seront parmi les moins chers au monde, et de surcroît vert, pas moitié vert ou trois quarts vert, ils sont totalement verts, et qu'on va pouvoir, après l'avoir liquéfié à moins de 152 degrés Celsius, exporter via des tankers spécialisés que les Japonais ont mis au point à n'importe quel pays au monde. Nous sommes déjà en discussion et on peut parler avec le gouvernement allemand, avec le gouvernement japonais et autres. Et la Guadeloupe se trouve potentiellement en position de pouvoir exporter ce qu'elle va pouvoir produire au travers de sa géothermie et de ce transformation en pompage et autres vers le monde entier. Donc vous parlez d'exportation dans le monde entier. Donc quels sont les principaux enjeux et les avantages de la géothermie de 4e génération et la production d'hydrogène? C'est quoi les enjeux pour les deux et c'est quoi les avantages pour les Guadeloupéens? Ah oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, les besoins au monde en matière d'hydrogène, vous allez sur H2 Mobile, vous allez voir toutes les applications possibles et imaginables qui vont être mises en œuvre à partir de l'utilisation de l'hydrogène, notamment l'hydrogène vert. Et nous, on a cette particularité, comme la géothermie qui va permettre de faire l'électricité, elle est verte, c'est-à-dire qu'elle n'est pas carbonée, elle va nous permettre de sortir de l'hydrogène vert et de vendre cet hydrogène à un prix, d'avoir un prix de revient de ce kilo d'hydrogène qui va être en dessous de 2 €, voire moins, ce qui va nous permettre d'avoir des prix de vente hyper concurrentiels par rapport à n'importe quel pays, n'importe quel autre, etc. Et comme ces ressources-là génèrent, je le dis par mon business plan, des millions et des millions et des millions d'euros de bénéfices, on va pouvoir faire en sorte de les intégrer dans les flux financiers propres à la Guadeloupe. Par exemple, au niveau des véhicules. Comme on a la ressource, il y a des véhicules à hydrogène. Comme on a la matière première ici, vous imaginez bien qu'il y a tout un modèle économique concernant les véhicules électriques à hydrogène qui pourront être faits à partir d'ici, puisque la matière première est ici. Donc emploi et tout le reste qui va avec. Voilà ce que je veux dire. D'autre part, la SCIC dont je vais parler tout à l'heure, Ténérez, elle intègre tous les Guadeloupéens qui ont en moyenne en euros et en dedans. Et Ténérez fait partie des capitales de l'actionnariat de toutes les sociétés qui vont exploiter les ressources permettant de produire et d'un côté la géothermie et de l'autre côté l'hydrogène et d'exporter ces ressources colombiennes. Donc ils sont présents dans l'actionnariat, les bénéfices qui vont sortir de ces entreprises-là vont être directement, bénéficier. Les Guadeloupéens vont en bénéficier parce qu'ils sont actionnaires de la SCIC. Donc si les Guadeloupéens peuvent en bénéficier, on peut dire que, vous allez essayer de me faire comprendre et de résumer, les retombées sont aussi bien économiques, sociales, l'emploi, etc. et la formation. Donc les retombées sont... décrivez-moi quels sont les différents types de retombées qu'on pourrait avoir avec ça pour les Guadeloupéens. Alors, déjà, les retombées, c'est au niveau des emplois. Alors, des emplois directs et indirects. Il faut que vous sachiez que autour de ces parties, géothermie, agrivoltaïsme et STEP, dans le nord de terre, moi j'avais déjà travaillé sur une centaine de projets, autres que celle de la géothermie, pour lesquels les élèves ingénieurs de l'UAG ont été sollicités, ont signé un contrat de confidentialité pour développer ces activités-là après avoir fait des études de faisabilité, donc des emplois possibles au niveau de ces activités connexes à celles de la géothermie et de l'hydrogène. La possibilité aussi fiscalement, aujourd'hui, une commune, souvent, aujourd'hui toutes les communes sont endettées, ont des problèmes, etc. Rien ne nous empêche de prévoir, puisqu'on aura des fonds d'investissement qui vont bien. Et comme ça vient de nos produits qu'on vend, c'est pas une subvention, c'est pas un truc qu'on a, bref, etc. C'est un truc sain, vous avez produit, vous avez vendu, les bénéfices, vous faites ce que vous voulez.
on pourra voir dans quelle mesure, sur quelle base, les collectivités ou les mairies, etc. Au lieu d'avoir augmenté le foncier, au lieu d'avoir entré dans un petit schéma pas possible, qui mettent les Guadeloupéens quasiment à la porte de chez eux, parce que beaucoup ne peuvent pas payer le foncier, ne savent même pas qu'il faut régulariser avec la prescription trentenaire, etc., etc. Par exemple, l'une des idées qui serait intéressante de ce moment-là, c'est de voir comment on peut régulariser tous les Guadeloupéens qui ont des problèmes de foncier. Parce qu'un jour ou l'autre, ça va leur tomber dessus. Et faire en sorte une espèce de grand référendum ou de grande demande aux Européens, savoir est-ce que vous êtes bien avec votre foncier ou pas. Si vous ne l'êtes pas, faites-nous le savoir et nous, on organise ce qu'il faut par rapport à la pression trentenaire pour que vous ne perdiez pas votre foncier. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, les familles qui sont en difficulté, qu'est-ce qu'elles font? Elles vendent leur terrain parce qu'elles ont besoin d'argent. Elles n'ont pas suffisamment de pouvoir d'achat. Parce que vous savez, avec l'inflation en plus, il y a des gros problèmes qui nous attendent devant nous. Et toutes ces personnes-là pourraient penser autrement leur possession, leur patrimoine, okay, avec les questions qu'ils ont, voir dans quelle mesure on pourra les aider à élever de ce patrimoine, les aider s'ils n'ont pas encore les papiers, s'ils n'ont pas encore fait à le faire, pour éviter une déperdition de ce foncier qui, de toute manière, va être un problème crucial en Guadeloupe, mais alors crucial. Parce que les gens, ils ne peuvent pas payer le foncier, on ne peut pas payer, on envoie les huissiers, etc. On vous exproprie, et c'est fini. Comme ceux des éoliennes, pour les gens qui veulent mettre des éoliennes du côté de Petit-Canal avec les problèmes qui vont bien. Donc, voilà quelques exemples dans lesquels les choses peuvent se prouver. Quand on abonde les fonds d'investissement, ça veut dire que tous les jeunes Guadeloupéens qui vont avoir un projet, quelle que soit la agglomération, ils vont pouvoir compter sur une structure qui ne dépend pas de X ou de Y ou de Z et qui est capable de les aider à appréhender leur projet quel qu'il soit et à les aider à les financer dès lors que ce serait révélé pertinente comme activité à développer dans un contexte complètement différent et complémentaire à ce que la région fait, mais de manière encore plus améliorée et optimale. D'accord. Là, j'aurais aimé comprendre, dans ce projet, il y a la société Keneres, qui est déjà, qui existe déjà. Qui est en train d'exister là, à l'instant. Qui est en train d'exister à l'instant, d'accord. Mais pour ce programme d'action qui est assez vaste et qui concerne tous les Guadeloupéens, on a compris que Keneser, les Guadeloupéens pourront y participer moyennant 1 euro. C'est bien ça. Donc, mais autour de ce grand programme d'action, quels sont les acteurs principaux, les principaux acteurs et les partenaires? Parce que vous avez parlé d'EDF. Oui. Ça, j'ai compris que c'est un contrat. En fait, expliquez. Tout ce qu'on a l'habitude de faire au niveau des énergies renouvelables en termes d'aide de soutien euro, on va pouvoir continuer de le faire. Au niveau des aides de l'État, des aides d'EDF, des aides d'Israël. Sauf qu'il y a la différence près. On n'attendra pas après. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous savez bien, la France rentre dans un certain schéma de problèmes avec son endettement, avec plein de choses, l'inflation, etc. Donc ça ne va pas se simplifier. Et ça aura forcément des répercussions sur la Guadeloupe, sur plein de choses. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'à partir du moment où on va disposer de nos propres ressources, nos propres entrées d'argent, parce que l'EDF n'a pas de problème d'argent, sauf évidemment, il doit pas capitaliser pour les raisons qu'on sait, mais ils sont déjà dans cette dynamique-là, et ainsi de suite. Donc, à partir du moment où vous avez cette possibilité-là de gains financiers, tout devient beaucoup plus simple pour vous. Tout dans votre vie de tous les jours, dans votre rapport par rapport au business, votre rapport par rapport à l'élaboration de projets, etc., etc. Et même, on a même commencé à développer le partenariat concret avec les îles avoisinantes, notamment avec la Dominique. On travaille déjà avec une ONG dominicaine qui s'appelle The Portsmouth Watch Foundation, avec Adenoa Douglas, pour tout ce qui concerne, Adenoa Douglas, c'est géothermicien, électricien. En plus, c'est l'ancien maire de Portsmouth. Donc, tout ça, et je veux dire que l'un des éléments les plus importants là-dedans, si on espère pourquoi il a essayé, c'est que nos compatriotes apprennent ce que c'est qu'une assemblée générale. Pour une partie, ils ne savent pas, d'autres oui, mais
parce qu'ils ne savent pas, c'est qu'une assemblée générale ordinaire, une assemblée générale extraordinaire, apprendre comment une société fonctionne, qui gagne de l'argent surtout, comment ça fonctionne, comment on s'implique, comment on suit, comment on gère. Et ce sont les Guadeloupéens qui seront eux-mêmes acteurs consommateurs. Pas consommateurs tout seuls, mais acteurs consommateurs. Et leurs actions et leur consommation, une partie des bénéfices qui sont produits vont revenir dans leur poche et pas aller à perpète dans les paradis fiscaux ou en Europe ou au machin, c'est mon gars que vous êtes. Voilà. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ou que vous rencontrez ou que vous supposez que vous allez rencontrer pour pouvoir réussir à faire adhérer l'ensemble de la population à votre programme d'action? Le plus gros problème, tout ce que je dis, toute la partie technique, financière et tout ça, ça a été vu. Même, il y a des gens qui me disent, bon, mais Gérald, ouais, mais tu dis ça, mais où tu vas prendre l'argent? Parce qu'une centrale de 100 MW, par exemple, ça a coûté 252 millions d'euros. Une centrale productrice d'hydrogène, ça a coûté 50 millions pour 20 MW de puissance installée en hydrogène. Et moi, je leur ai dit que nous, on a fait l'expérience avec ce qui s'appelle Deloitte. On a fait l'expérience et on sait comment, dans notre cas personnellement, par rapport à la... comment ça s'appelle en 2009, à la conférence de Copenhague, l'ONU avait mis en place, commencé à mettre en place, en ayant une vision de ce qui allait se passer d'ici 2020 et autres, à 2009, la finance verte et la finance durable. Ce sont des outils, des fonds d'investissement et autres, qui sont prêts, qui sont calculés pour que dès lors que vous avez un projet, un ou plusieurs projets, allant dans le sens de la réduction des gaz à effet de serre, qui est un enjeu international, voire mondial, eh bien, on vous prête l'argent qui vous permet de réaliser votre projet pour que vous puissiez tenir vos engagements de réduction de gaz à effet de serre, en l'occurrence la France. Voilà. Donc, c'est dans cette direction-là, sur ces bases. La Guadeloupe qui va sortir demain, qui va sortir avec ses ressources exploitées par elle-même, pour elle-même, avec elle, et cette redistribution des richesses qui est pensée dès le départ, c'est une Guadeloupe complètement différente. Et la grosse difficulté, elle n'est pas technique, elle n'est pas financière, c'est trouver la pédagogie pour faire en sorte que le désenclavement, je dirais cérébral, de mon patriote qui est habitué à fonctionner de certaine manière, faire X, faire Y, puisse se faire de manière effective. Et c'est pour ça que, par exemple, tous les exemples dont on pourra prouver, qu'ils pourront voir, qu'ils pourront toucher, vont être intéressants à mettre en œuvre, parce qu'ils vont pouvoir voir comment ça fonctionne. Par exemple, une mairie, on met en place l'OCEL, ou le local énergie positive, on pourra mettre un tableau ou un ordinateur pour dire aux gens, voilà ce que ça coûtait avant, voilà ce que ça coûte maintenant, et voilà ce que ça nous rapporte, ce que ça nous rapporte aujourd'hui. Ce qui est, plus la mairie gagne par d'autres moyens, moins les impôts sont élevés. Et quand on rentre dans une dynamique comme celle-là, réduire les impôts des Guadeloupéens, ce sera possible. D'accord. Et je voulais revenir à la société civile sous le nom de KENERES. Énergie, économie sociale et solidaire. Voilà. Pour tous les Guadeloupéens par rapport à votre programme d'action. Si j'ai bien compris, vous avez déjà commencé la communication. Ah oui, tout à fait. Donc, c'est le plus difficile. En fonction de cette communication, et si vous pouvez le dire, combien de personnes sont déjà intéressées par cette société civile? Tous ceux qu'on a pu contacter sont intéressés. Aujourd'hui... Vous avez un chiffre à peu près? Là ce que je peux extrapoler peut-être, c'est qu'on a un site sur change.org. On est arrivé à pratiquement 1000 personnes. Et 1000 personnes, tous les commentaires vont dans le bon sens par rapport à ça. C'est une dynamique qui à mon avis, aujourd'hui, potentiellement, on est entre 2000 et 5000 adhérents, okay, pas effectifs au niveau des instructions, comment on appelle ça, des intentions de souscription, mais on va vite confirmer tout ça, parce que comme je l'ai dit, on a commencé un tour des communes de Guadeloupe, à Petit Canal, on va faire Moule, ça va faire toutes les communes à raison d'une commune par mois, avec distribution de flyers
qui sera intégrant la partie intention de souscription et l'indication d'un jour et d'un lieu dans la semaine où on aura fait ça, pour leur dire voilà, vous venez à tel jour, à tel endroit, voilà le programme des conférences qui vont être données pour expliquer les tenants et les aboutissants de la mise en œuvre des projets, et ainsi de suite. Et à mon avis, au bout de ce qu'on en aura fait 10, on pourra tirer des ratios et dire exactement où est-ce qu'on en est. Mais bon, aucun Guadeloupéen à qui on a présenté, on a parlé, on a dit ça, n'a été bon. Tous ils sont d'accord pour y aller. Ok, vous allez faire l'ensemble des communes, donc on est pratiquement, on va dire 400 000 habitants. Donc est-ce que vous espérez, ça c'est forcément, vous espérez atteindre les 100% ou pour pouvoir vraiment mettre le projet pour commencer le projet, vous allez attendre 50%, 60%, non. 100%? On n'a pas besoin d'attendre que la SCIC, les personnes soient adhérentes, on n'a pas besoin d'elles à ce niveau-là. Nous on a besoin d'elles pour qu'elles puissent, qu'elles puissent apprendre ce que c'est que produire, ce que c'est que vendre, à valoriser ces ressources et qu'elles puissent apporter des idées pour redistribuer les richesses. Mais on n'a pas besoin que la SCIC attienne X ou Y milliers d'adhérents pour pouvoir lancer les opérations. D'accord. Et est-ce que vous auriez, comme on parle de la société civile Keneres, est-ce que vous auriez un message pour les Guadeloupéens concernant votre programme d'action, ce projet? C'est tout simple. Alors je vais parler un peu technique, mais il suffit qu'ils aillent sur un site, j'espère qu'ils auront quelque chose pour écrire, qui est http http c en minuscule chng.it, je répète, chng.it / 64, le chiffre 6, le chiffre 4, petit r, R minuscule, B majuscule, N majuscule, Z majuscule, le chiffre 9, je répète, 6, 4, petit r, B majuscule, N majuscule, Z majuscule, le chiffre 9, la lettre Q majuscule, la lettre N majuscule et la lettre petit b minuscule pour terminer. Q majuscule, N majuscule, petit b majuscule. Ils vont là, que ce soit avec le téléphone portable et leur navigateur, que ce soit leur moteur de recherche, que ce soit XY, ils vont là, ils vont tout trouver et surtout la possibilité de s'inscrire sur cette base de pétition d'information qui va permettre de faire voir au fil de l'eau combien adhère cette dynamique de développement global d'un projet autofinancé. Le projet global de la Guadeloupe, autofinancé, c'est pas on va augmenter les impôts, on va faire les et ce sera d'autant plus facile de penser changement de statut, de penser autonomie foncière, qu'on aura nos sous, on sait que nos sous, on sait où on va les trouver. On n'aura pas besoin d'attendre X ou Y, Z pour pouvoir le faire. Et choisir la manière la plus sereine possible, le meilleur article possible qui nous ira. Parce qu'on n'attend pas après X ou Y, Z. C'est une Guadeloupe totalement différente. C'est bien pour ça qu'ils appellent une Guadeloupe d'avance. C'est autre chose, ça n'a plus rien à voir. Comme par exemple, l'élément d'actualité, aujourd'hui la programmation pluriannuelle de l'énergie est en train de s'élaborer. C'est le document cadre qui permet de définir quelle quantité d'électricité il va falloir fournir pour assumer la consommation dans les 5, 10, 15, 20 ans à venir. Mais actuellement, qu'est-ce qui se passe? On a un certain nombre de lobbies qui tournent autour de ça, etc. et qui font que la Guadeloupe ne tient pas sa place là où elle devrait. Aujourd'hui, je dis, la société civile se met en dynamique, va voir le conseil régional de Guadeloupe et dit voilà, la Guadeloupe, elle veut de la géothermie dans le sud-Ouest-Terre, elle veut de l'agrivoltaïsme dans le nord-Ouest-Terre, elle veut des steppes dans le nord-Grande-Terre, elle est présente dans les structures, c'est pas un privé tout seul dans un coin, moi qui vais le faire, elle est présente dans les structures. Voilà ce qu'elle veut, et voilà ce qu'elle voudrait qu'il y ait dans la PPE de Guadeloupe, avant qu'elle ne soit publiée définitivement, et avant qu'il y ait un décret qui sorte,
avec des choses qui seront encore dans les mains j'ai rien contre les multinationales, hein, ok, mais bon, les choses se sont déroulées comme se sont déroulées. Aujourd'hui, c'est la Guadeloupe qui doit avoir, en face de la consommation dont on va avoir besoin, notamment avec la 5G, d'ici quelques années ou d'ici quelques mois, on va avoir des besoins en production d'électricité. Et il faut pas, comme cette production, l'électricité, elle génère des revenus, elle génère du chiffre d'affaires, des bénéfices. Il faut que un maximum de cette production soit faite, ce qu'on propose nous, ce qu'on a dit à M. Chalus le 13 juillet dernier, et par ailleurs, c'est qu'il faut créer une société d'économie mixte dans laquelle la région dit, voilà, nous, les 3/4 de ce qui va être, dont on va avoir besoin pour produire, ça génère de l'argent, la Guadeloupe a des difficultés, donc nous, on met ce qu'il faut pour faire en sorte qu'on exploite nos ressources nous-mêmes, et on gère nos ressources, et ainsi de suite. Voilà, c'est terminé, c'est ça, c'est pas compliqué. Et c'est les compétences de tout ça dans le Guadeloupe. Ils ont l'habilitation énergie, personne ne peut leur dire qu'est-ce que vous faites, etc. Sauf que si vous ne prenez pas la place autour d'une table, vous avez une place que vous avez réservée, vous ne prenez pas la place, eh ben les lobbies, les multinationales les prennent, et puis vous vous retrouvez en queue de peloton alors que vous devriez être parmi les premiers, sinon le premier. On parle beaucoup, depuis quelques années, d'autosuffisance alimentaire. Oui. Et là, en vous écoutant parler, c'est l'autosuffisance par rapport aux énergies naturelles. Mesdames, dis donc, ce qu'il faut savoir, ce que beaucoup de gens oublient, quel que soit ce que vous voulez faire sur Terre, quel que soit ce que vous voulez développer, quel que soit ce que vous voulez, il vous faudra de l'énergie. La santé, vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit en santé à une certaine dimension si vous n'avez pas d'électricité. Vous allez mettre des bougies, vous allez mettre des groupes électrogènes, c'est pas possible. À un certain niveau, c'est pas possible. L'agroalimentaire, dès lors qu'on a nos ressources à nous, on utilise, voilà, on peut faire des développements, on peut même sécuriser les développements qu'on peut avoir en agroalimentaire, en santé, en pêche, en agriculture, tout ce que vous voulez. Voilà, on sécurise tout ça parce que ça ne dépend pas de M. X ou de M. Y en France hexagonale qui, en fonction de son temps disponible et autres. Moi, j'étais sidéré la dernière fois où j'ai vu que d'un côté, il y avait le syndicalisme, d'un côté, il y avait les élus, ils ne savaient pas s'entendre, ils ont été obligés d'aller demander à un ministre de venir pour les aider à se mettre d'accord sur les trucs, à se rencontrer, à discuter, à échanger. Franchement, bon, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais là, on atteint des summums dans je ne sais trop quoi. Et ça, c'est... Non, on n'a pas besoin. Non, c'est fini, ça. D'ailleurs, je vais demander très prochainement une audience, réunion à la présidente de l'Assemblée nationale, à la présidente du Sénat, à Madame la Première ministre et à M. Macron, pour leur dire, voilà, la Guadeloupe, ils ne connaissent pas la géothermie haute enthalpie. Ils connaissent la basse énergie, la moyenne énergie, mais ils ne connaissent pas la géothermie haute enthalpie, la nôtre. Parce que la seule centrale qu'il y avait d'une certaine importance, c'est à Bouillante, même s'il y avait une petite centrale qui existe toujours avec sur la Graffe, du côté de Sousse-la-Forêt, du côté de Strasbourg, ils ne la connaissent pas. Donc il faut leur apprendre, voilà ce que c'est que la géothermie, voilà ce que nous on en fait, on peut en faire. Alors ne sortez pas des décrets ou des arrêtés ou des ordonnances X ou Y parce que vous avez fait le choix du nucléaire, parce que sinon peut-être que ça va nous bloquer. Et plus vite on s'intéresse à tout ce qui concerne l'énergie autour du nucléaire qui serait préjudiciable autour de la Guadeloupe au niveau des énergies renouvelables, on les cible, on cherche ce que c'est, et on les modifie ou on les fait évoluer ou on en met d'autres, mais ne pas attendre au dernier moment qu'il y a un truc qui soit voté, vous allez mais tiens, mais ça va nous rendre, on va pas pouvoir faire ci, on va pouvoir pas faire ça, etc. etc. Je vais prendre un exemple bien précis. On vous dit, oui, mais on va atteindre l'autonomie énergétique en 2030. Ça n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a un décret, plus le code de l'énergie, l'article 141-9, plus un décret du 23 avril 2009 qui dit que lorsque vous atteignez 35% d'énergie renouvelable simultanée injectée sur le réseau, on vous déconnecte. Dites à Servat, dites à, comment il s'appelle encore, Califère, les autres, là, ils vont dire ça. Mais ils ne connaissent pas, ils ne savent pas. Et la France non plus ne sait pas. Donc si quelqu'un ne va pas donner l'info, ben, un jour, on va découvrir ça et il sera trop tard. Il faudra partir dans une dynamique d'abroger. Donc il vaut mieux prévenir, construire ce plan-là et voir au niveau législatif
répertorier, cibler tout ce qui pourrait causer des problèmes avec le nucléaire qui va s'installer, etc. Et nous éviter et nous préparer pour faire en sorte qu'on n'est pas abrogé, on n'est pas en catastrophe où il faut descendre dans la rue pour demander de Tibétains, etc. Non, on fait ça calmement, sereinement, et on sera, à mon avis, mieux écouté et plus opérationnel et pertinent dans ce qu'on a réalisé. Pour terminer, je me place à la place d'un Guadeloupéen ordinaire. Qu'est-ce que je dois retenir de votre message? Pour les gens qui vont vous regarder, vous m'avez dit c'est produire, exploiter, produire, consommer et vendre à l'international nos ressources naturelles. Donc je voudrais que, en quelques phrases, qu'est-ce que le Guadeloupéen doit retenir de votre discours? Qu'il est un Qatari en puissance. C'est-à-dire? J'ai participé à un webinaire entre les représentants de l'État français, la région et autres. En fin de ce webinaire, un des responsables directeurs de la DEAL de la préfecture Guadeloupe a dit, c'est dans une vidéo, c'est pas moi qui le dis comme ça, s'agissant de l'hydrogène, les Guadeloupéens sont des Qataris en puissance. Le pays du Qatar fait des 170 ou 200 milliards d'euros de PIB. Vous imaginez tout ce qu'il y a derrière. Voilà. La Guadeloupe, aujourd'hui, c'est ça. C'est ce qu'elle est déjà là. Il faut que tout le reste monte au niveau des ressources. Voilà. Et on est capable. Il y a des ingénieurs guadeloupéens dans tous les sens. Il y en a qui sont au courant, il y en a qui sont informés, il y en a qui sont déjà prêts. Il y a un Guadeloupéen qui travaille chez General Electric et de par ailleurs sur les turbines et les alternateurs qu'on va utiliser dans la centrale qu'on va monter. Ils écoutent, ils suivent en permanence tout ce qui se fait ici, toute l'évolution qu'il y a pour le moment venu, d'ici 2 ans et demi, 3 ans, lorsque les centrales seront montées, en tout cas, j'espère, ils puissent revenir et trouver le niveau d'activité et de fonctionnement de ce qu'ils vont mettre en place. Ici aussi, je compte pour apporter une valeur ajoutée supplémentaire à Centre des Arts et de l'Agriculture, mettre en place une société que j'avais prévu de monter parce que j'ai remporté un concours d'entreprise avec Belle de Mai qui est un incubateur pour tout ce qui est jeux, vidéos, éducatifs et pédagogiques. On va développer ici Cap Excellence me donne l'autorisation, etc. En même temps que le Surf Réveil, un centre de développement de jeux vidéo, ludo-éducatifs et pédagogiques avec un de mes projets qui avait déjà été sélectionné par Belle de Mai à Marseille, qui est un personnage qui s'appelle Idak. C'est toute une histoire des Caraïbes, enfin l'histoire de la Guadeloupe, avec des Arawaks et des Caraïbes qui proviennent des bords de l'Orénoque. Ça n'existe pas, le scénario est pensé, tout a été fait, etc. Il y aura le développé, ce sera développé ici. En plus, il y aura une autre innovation. Mon fils a mis au point une ingénierie acoustique, un système d'écoute en 3D, 4D immersif, pour lequel il est en train de signer des contrats avec Microsoft, pour mettre en place ça dans toutes les tablettes qui vont se vendre. Ça va être ici, aussi avec ce jeu vidéo éducatif et pédagogique. Pareil, on va voir comment monter une antenne, pour monter une université pour les sourds et les malentendants, parce qu'on est en rapport avec une structure qui s'appelle l'École française des langues et des signes, avec un professeur qui s'appelle Jean-François Labesse. On avait commencé à mettre en place un GIE pour ça, qui s'appelle ETIAS, pour énergie durable, intelligence artificielle pour les sourds et les malentendants. Malheureusement, le Covid est arrivé, on va reprendre tout ça, et le point de départ de ces opérations-là, ce sera à partir d'ici, Cap Excellence va l'ensemble de ce qu'on va lui proposer dans les semaines qui viennent. C'est quoi un GIS? GIE. GIE, c'est quoi un GIE? Groupement d'intérêt économique. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Je vous remercie beaucoup. Il n'y a pas de problème, Madame Didon. Merci à la Guadeloupe.